Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission À mon cœur accroché, bienvenue chez vous. Ce soir, nous recevons une personne calme et sereine, comme un ciel bleu, mais ça bouillonne là-dessous, plein d'idées, plein la tête pour faire des scénarios, rendre réels, des clips, mais aussi des courts-métrages. Souvent, c'est un résultat saisissant et fracassant comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le réalisateur Cédric Simoneau. Bonsoir. Bonsoir Ayo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Vous êtes né le 17 novembre 1978 à Cayenne. Plutôt calme et réservé, vous avez grandi à Remire-Montjoly. À l'âge de 10 ans, votre mère vous offre une caméra. Avec vos deux amis de l'époque, Anthony Hilaire et Christophe Parfait, vous simuliez des directs plateaux et des émissions télé. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, vous réaliseriez votre rêve ? Vos proches disent-vous que vous êtes un passionné. Après une école de cinéma en 2003 et un BTS cadreur, vous vous lancez corps et âme dans l'aventure médiatique. À la Ciné Production, BHP, Black Hot Pepper, plus rien ne vous arrête. Vous imaginez une vie aux États-Unis, mais c'est bien ici, chez vous, en Guyane, que vous vous faites une place, un nom, Lostika ou encore Losso. Des collaborations, vous en ferez beaucoup. Stana Roumiak, actrice dans votre court-métrage Mascarade, sorti en 2005. On se souvient de Comment t'explique, avec Négus, super clip en noir et blanc, puissant et poignant. Ghetto Life vient s'ajouter à la liste, un titre incontournable, interprété par Pompis. L'année dernière, vous touchez du bout des doigts vos références cinématographiques. Cache-Cache, votre dernier court-métrage, sélectionné dans 2 festivals à Montréal et Atlanta, vous offre l'occasion rêvée de rencontrer Spike Lee, scénariste, réalisateur et producteur américain. Réalisateur et coproducteur de l'émission hebdomadaire Setup, diffusée sur Guyane la Première, vous avez encore plein de projets en tête. Il ne vous reste plus qu'à les réaliser. Votre secret ? Vous avez choisi la date et le prénom de votre baptême. C'est vrai. Alors, il y a tellement de choses à dire déjà en retour de ce portrait. Spike Lee, quand même, c'est rien. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien, ouais, c'est pas rien. Ouais, c'était vraiment pas une consécration, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, qui m'a inspiré énormément parmi les réalisateurs noirs, afro-américains et tout. Et c'était une super rencontre, en fait. Donc, c'était l'année dernière pour présenter votre court-métrage Cache-Cache. Voilà. Et c'était au Canada. On va commencer cette émission avec notre première rubrique, le souvenir. On demande à l'invité de nous parler d'un souvenir en particulier qui l'a marqué. C'est quoi ce souvenir pour vous ? Il y en a plusieurs. On va dire, parmi les souvenirs qui m'ont marqué, il y a le mouvement mars-avril 2017, oui. qui est vraiment un moment où j'ai vécu ça pleinement, quoi. Là, on voit une photo, tu comprends bien que j'étais à fond dedans. Et pourquoi c'est un souvenir marquant ? C'est parce que bien avant le mouvement, je me rappelle en 2016, je passais une année vraiment très difficile et tout. Il y avait de grandes... Un peu dans le creux de la vague à cette époque-là, ou Exactement, il y avait de grandes productions cinématographiques qui se faisaient en Guyane et je ne travaillais pas dessus. J'étais pratiquement le seul à ne pas pouvoir bosser dessus. Un peu dégoûté. Et du coup, je tournais un petit peu en rond et en même temps, je suivais l'actualité de mon pays. Et il y avait quelques faits divers vraiment malheureux qui commençaient vraiment à apparaître et tout. Et j'avais vraiment envie de vivre une Guyane, mais comme ce n'était pas possible, je m'étais dit pourquoi pas essayer d'écrire un scénario où je pourrais vraiment dire ce que je pense. Un scénario qui finalement était prémonitoire, parce que ça parlait de quoi exactement ? En 2016, je me suis dit pourquoi pas écrire un scénario où il y a un personnage qui décide de rejoindre un groupe de personnes qui ont décidé de bloquer le convoi de la fusée pour essayer de se faire entendre, quoi. Et quand j'écris ça, ça m'a fait un petit peu peur parce que je me suis dit, tiens, je vais commencer à montrer des idées un peu bizarres, un peu à contre-courant. Et j'ai posé la question à des amis autour de moi qui me disaient, je leur demandais est-ce que c'était une bonne idée de faire ça. Certains me disaient oui, certains me disaient non. Et après, je suis parti en voyage au mois de décembre. Et quand je suis revenu, je me suis dit, c'est décidé, je vais faire mon court-métrage avec cette idée-là. Et là, peu de temps après ? Le mois de mars arrive et je vois que l'idée était déjà dans l'air. C'était dans l'air, les gens y pensaient. C'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ces événements dramatiques qui ont eu lieu avant... J'ai envie de dire que tous, on a senti qu'il y avait un ras-le-bol, quoi, en fait. Et on cherchait le moyen de se faire entendre, en fait. C'est surtout ça. L'insécurité faisait partie, en tout cas la lutte contre l'insécurité faisait partie des grandes revendications de mars-avril 2017. Et un de vos camarades a été victime de cette insécurité il y a bien longtemps. Il a été tué par balle devant son école. Ouais. Ça, c'est un truc qui date de 96. Et c'est vrai que ça fait partie des souvenirs marquants que j'ai eu à connaître dans ma jeune vie. Et même autour de mon entourage familial, autour de mes amis. Et effectivement, on avait un ami qui s'appelait Miguel Passion, qui est décédé dans des conditions tragiques. Et voilà, ça nous a mis vite dans le vif du sujet sur la situation du pays.
Et par rapport au fait que la sécurité était parmi les sujets importants, j'ai envie de vous dire que j'avais fait un film qui s'appelait Guyana Blood, qui parlait déjà de ce sujet de l'insécurité. Et dès les années 2013-2012, Olivier Goudet me sollicitait déjà pour faire la tournée des écoles, pour essayer de sensibiliser les jeunes. Et ça me vient de là, quoi, en fait, cette envie de parler des problèmes qu'on a entre nous, quoi. Et l'un des problèmes, le problème, la Guyane fait décoller des fusées, mais la Guyane reste au sol. C'est un de vos amis qui a dit ça. Ça fait boule de neige, les gens l'ont repris. Et malheureusement, tu vois, c'est un de mes amis qui est décédé aussi, un deuxième encore, qui s'appelait Freaky Fan, c'était un rappeur, un Camerounais qui vivait en Guyane. Et un jour, pendant un freestyle, il y a la phrase qui est sortie, la fusée décolle, mais la Guyane reste au sol. Et ça a fait comme un tilt autour de tout le monde. Il en avait fait une chanson. Et c'est vrai que c'était un adage qui existait pendant un long moment. Ça n'a toujours pas vraiment changé. Et en mars 2017, on avait envie de dire que la fusée reste au sol et la Guyane décolle. Donc voilà. Vous parlez de beaucoup de détresse auprès de la jeunesse guyanaise. Une détresse qui a pu causer la mort de votre ami, tué par balle devant une école. À quoi est due cette détresse, d'après vous? À quoi est due la détresse de la jeunesse en ce moment? C'est un très vaste sujet. Mais j'ai envie de dire que il faut pouvoir travailler en amont, quoi. Il y a plein de choses. La Guyane n'est plus comme celle de papy ou bien des parents. Et on a des besoins différents. On a une situation, le monde a changé également. Mais j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un laxisme ou un laisser-aller. Il y a quelque chose qui n'existe plus et qui fait que aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de pouvoir faire comprendre à la jeunesse que voilà, il est plus important de se soucier de son avenir. Et lorsqu'on voit des faits divers comme ça, lorsqu'on entend que oui, il s'est passé telle chose, assez souvent, c'est de la détresse, en fait. Et il faut savoir la comprendre et savoir d'où ça vient, en fait. Vous qui êtes vraiment dans le domaine artistique, on en reparlera tout à l'heure, vous avez quand même aidé au développement de la scène hip-hop en Guyane, en créant des clips, en accompagnant les artistes. Est-ce que les artistes, justement, ont un rôle à jouer auprès de cette jeunesse? Parce que c'est eux qui sont au devant de la scène, qui sont écoutés, singés, peut-être, ce sont des modèles aussi. Oui, mais les artistes sont des modèles, ça c'est vrai, mais ce n'est pas aux artistes de régler les problèmes économiques, les problèmes structurels du pays. Ils peuvent au moins essayer de donner une idée ou interpeller les gens, mais c'est aux politiques de faire ce travail-là. Et j'ai plus envie de dire que ce serait bien que les hommes politiques écoutent le rap, le dancehall, et comme ça, ils vont vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. C'est en tout cas une des sources pour savoir qu'est-ce qui se passe dans un pays, quoi. Alors, c'est le moment venu de partager un livre avec nous dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez choisi comme livre? Alors, bon, je lis pas mal, mais il y a vraiment, j'ai une sélection de livres bien particuliers, c'est-à-dire que j'aime bien les livres qui parlent des ghettos noirs américains, de gangstérisme, de drogue, des histoires vraiment cinématographiques, on va dire. Et il y a un livre qui m'avait beaucoup plu, c'est L'Accro de Donald Goines, qui est un acteur noir américain qui a été tué d'une balle dans la tête. Je suis désolé, mais il faut le dire, c'est son histoire. Et qui écrivait beaucoup en prison. Vous en parlez, oui. Voilà, c'est un grand auteur comme les Chester Himes, comme Iceberg Slim. Et en fait, je parlais de ce livre parce que ça parle des ghettos noirs, des histoires de drogue vraiment difficiles, des gens qui sont accros. Un polar très rude, très dur. Très dur. Et ce que j'aimais bien, c'est que pour la première fois de ma vie, en lisant un livre, quand je lisais, j'avais presque envie de le fermer tellement c'était horrible ce qu'il décrivait. Et ça me faisait jubiler de savoir qu'un livre pouvait me donner des sensations pareilles, quoi. Et de savoir que ce n'est pas juste de l'imagination et que c'est sans doute des faits réels reportés dans ce livre. Ça fait peur, d'autant plus. Ça fait peur, mais c'était vraiment un roman. Mais c'était tellement bien détaillé, tellement on rentrait dans l'histoire qu'il y avait des fois, je fermais les livres parce que c'était trop. C'est un univers de polar qu'on retrouve dans votre travail. En tout cas, dans le court-métrage que vous avez réalisé, Cache-Cache. Ah ouais. Ça a l'air de rien, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de très dur que vous racontez. C'est jamais des petites histoires légères. On écoute un petit extrait, on regarde un petit extrait. Ok. C'est ton tour maintenant. De compter, ouais. À ton tour. Et tu te mets là, ouais, voilà. Tu comptes jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Mais non, mais reste à l'intérieur. D'accord, tu me laisses le temps de me cacher. Tu comptes lentement, hein. 1, 2,
3, 4. C'est un court-métrage qui dure juste 1 minute. Du coup, on ne va pas dire la fin, mais c'est vraiment sur ça que l'on voit que c'est la dure réalité que vous transposez, en tout cas, dans ce que vous faites. Ben oui, voilà, je crois que à force et tout, j'ai compris ce que j'aimais vraiment dans le cinéma. Et j'aime bien montrer les choses qu'on ne voit pas dans la vie réelle, quoi, l'intimité. C'est-à-dire que dans un film, montrer deux personnages qui s'embrassent sur la bouche, c'est important parce que finalement, on voit l'intimité, on voit quelque chose qu'on n'est pas censé voir. Et j'aime bien essayer de susciter des émotions, quoi. Notamment, ce court-métrage-là, on va le dire quand même, c'est l'histoire d'un père de famille qui va abandonner son enfant. Et je voulais essayer de montrer, de saisir le moment pour montrer qu'est-ce que c'est lorsqu'un père décide d'abandonner son enfant, quelle attitude il a. Et vu qu'en plus, dans le cinéma qu'on pratique, on n'a pas l'occasion souvent de se voir, de raconter nos histoires, même si quand elles sont tragiques et tout. Et en fait, j'aime beaucoup ça, quoi, essayer de montrer, de susciter des émotions, comme mon idée de faire un court-métrage sur un personnage qui va rejoindre un groupe qui a décidé de bloquer le convoi de la fusée, quoi. C'est-à-dire que... Et quand est-ce qu'il sortira, celui-là? Celui-là, je ne sais pas, je vais quand même le faire, oui. je vais quand même le faire. Mais mon idée, c'était vraiment d'essayer de montrer qu'est-ce que ça fait de voir un Guyanais qui se bat pour ses idées, quoi. Vous êtes le premier battu pour vos idées, mais également battu pour avoir un endroit, le Général de Gaulle, l'avenue Général de Gaulle bloquée pour faire un clip. Ah oui, C'était la première fois que ça arrivait. Ouais. Comment vous avez réussi à faire ça? Ça vient de l'école de cinéma, hein. C'est-à-dire que voilà, à l'école, on apprend pour faire tel ou tel plan, il y a des autorisations, on bloque des routes, on fait des demandes et tout. L'idée, c'est que je vais toujours très loin dans mes idées, c'est-à-dire que très loin, pas dans la démence ou un truc comme ça, mais dès qu'on me propose une chanson ou une musique, j'essaie d'aller loin pour trouver la meilleure idée possible et la plus spectaculaire et quelque chose dont on va retenir. Et voilà, c'était une idée que j'ai proposée et qu'on a acceptée. Le secret, c'est d'oser, en fait. La plupart du temps, les gens vont peut-être pas oser aller demander tel endroit. Ouais, c'est souvent ça. C'est-à-dire que quand j'écris, souvent, on ne se donne pas de limite dans l'imagination. Et c'est après qu'on regarde quels sont les moyens qu'on a pour se dire, c'est faisable ou pas, quoi. Dans cette émission, on demande à l'invité de nous parler d'un coup de cœur, qui est une personne qui le marque en particulier. Qui est cette personne pour vous? Daniel Simoneau, c'est qui? Alors non, justement, j'ai décidé de parler de mon père qui s'appelle Daniel Chalonneau. Chalonneau. Voilà. Et c'est un coup de cœur pour mon père parce que, au final, en grandissant, je me suis rendu compte que je ressemble énormément à mon père. Oui. Pas physiquement, parce que c'est mon frère qui ressemble à mon père et moi à ma mère. Mais je veux dire que dans le tempérament, dans la façon de faire, et j'aime énormément mon père parce que, c'est mon père, c'est normal, mais il n'y a pas un projet que je fais sans l'appeler, quoi. Et toutes les difficultés, les interrogations pour essayer d'atteindre telle ou telle personne, justement, comment bloquer la rue de Gaulle et tout, j'en discutais avec mon père. Et mon père, il m'a aidé sur tous les courts-métrages que j'ai faits, même sur la dernière émission Setup et tout, j'échange avec lui. Et surtout, c'est quelqu'un qui m'a montré au combien il était important de se lancer dans des projets. Lui-même, à part le fait qu'il soit un ancien pilote d'avion, il nous a montré que dans différentes business, différentes affaires, il essaie de se lancer, je bégaye. Mais c'est surtout à mon âge, au même âge que moi, mon père avec d'autres personnes, à savoir Monsieur Rotin, Monsieur Gitens, Monsieur Germain, ils ont créé un club de basket qui s'appelle Magic Team. Et je les prends toujours en exemple pour dire que, regardez, au même âge qu'on avait, il y avait déjà des gens qui faisaient des choses. Oui. Et j'ai gardé cet esprit d'entreprendre, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Cet esprit d'entreprendre, ça vient de mon père. C'est pas courant. Votre secret, c'est que vos parents vous ont permis de choisir la date de votre baptême, de choisir déjà si vous voulez être baptisé, la date, et votre prénom de baptême. Ouais. C'est pas courand à l'époque. Je sais pas qui c'est pas courant, a fait ça. Ma mère, j'ai pas été baptisé à la naissance. Et mes grands-parents sont très religieux, mes parents ne sont pas pratiquants, on va dire. Et on m'a posé la question, est-ce que tu avais envie de te faire baptiser? J'ai dit oui, parce que j'avais envie d'accepter la vie de Dieu, c'est ça le baptême. Et en me demandant quel allait être mon nom de baptême, j'ai choisi celui de mon grand-père, qui est Eugène, donc je m'appelle Cédric Eugène Simoneau. Et c'est un plaisir parce que mon grand-père, c'est un exemple, c'est mon inspiration, c'est la Guyane que je rêve aussi à travers lui. Et avec papy, déjà qu'on se voit tous les dimanches et tout. Et
Voilà, quoi, c'était vraiment On va parler de lui tout à l'heure. Un geste d'amour déjà dès l'âge de 12 ans, en fait. Oui. Et surtout, avant de refermer ce sujet, parce que tout à l'heure, on va parler dans quelques secondes de votre grand-père, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous faire baptiser alors ? Est-ce qu'il y avait une révélation Non, je pense que c'est par rapport... Un état d'esprit particulier à 12 ans, à 12-13 ans ? Non, c'est par rapport à mes grands-parents, à ma grand-mère et à ma mamie qui était très religieuse et tout. Et puis, la vie de Dieu faisait partie de notre quotidien, c'est-à-dire croire en cette entité, cette puissance divine qui est au-dessus de nous. Et j'ai moi-même été à l'école catholique et tout. Ça avait l'air d'être normal pour moi, en fait. Voilà. Mais après... j'ai choisi moi-même ma propre voie, ma façon de pratiquer après. Voilà. Très bien. C'est le moment venu d'écrire dans le livre d'or une citation qu'on va garder en souvenir dans cette émission. Okay. Alors, il s'agit donc de quelque chose qui vous marque, qui guide vos pas, qui peut nous servir à nous aussi dans notre vie. Et du coup, vu que j'ai vu que vous avez fini d'écrire la citation, de quoi s'agit-il ? Alors la phrase, c'est « Le chemin le plus court, c'est celui qu'on connaît ». Alors c'est une phrase qui m'a été donnée par un ami qui s'appelle Jean-Pascal Zadi, qui lui vient de son père, et qui est africain, qui est lui-même d'origine ivoirienne. Et en fait, c'est une phrase qui veut dire énormément de choses, et je trouve que ça me correspond un petit peu, parce que souvent, même ma mère m'a dit, elle me disait qu'on a l'impression que je vais un petit peu dans tous les sens et tout, mais en fait, pour atteindre Vous connaissiez votre chemin d'une certaine manière avant de le prendre ? Je ne connais pas vraiment mon chemin, mais je sais quel est l'objectif que je veux atteindre. Et pour l'atteindre, il faut prendre le chemin qu'on connaît, au final. Faire les choses qu'on connaît et qui vont nous amener vers ce niveau qu'on veut atteindre, quoi, en fait. Donc, quand on vous a choisi, par exemple, on vous a permis de choisir un prénom, vous avez choisi un prénom que vous connaissiez déjà. Voilà, déjà, celui de votre grand-père. Voilà, je ne suis pas allé loin, quoi. Pour les acquis qu'il a pu vous montrer en tant qu'être humain, en tant que pour la personne qu'il est et tout, c'est vrai, quoi. Voilà, je suis allé directement vers ça. Oui. Voilà. Il a fêté ses 100 ans il y a 2 ans. Ouais, il a 102 ans maintenant. Et pourquoi cette personne vous inspire autant, votre grand-père ? Parce que papy, c'est le pilier de notre famille. Et... il a connu une vie bien particulière, assez difficile. Et c'est un exemple parce que quand on repense à la vie de papy, on n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de... C'est quoi son histoire ? Son histoire, déjà, ça commence déjà avec ses parents, avec son père qui est un blanc de la Martinique et sa maman qui arrive en Guyane en 1901. Voilà, et après, c'est son parcours parce que ma mère a perdu sa mère très jeune, donc mon grand-père s'est retrouvé avec 5 enfants qui devaient s'occuper. Et de par son parcours aussi en Guyane, parce qu'il a été secrétaire du préfet en Guyane, et je me rappelle, il a été de nombreuses fois interviewé, et un jour, un journaliste lui a posé la question « Ah, mais monsieur Simoneau, vous étiez secrétaire du préfet, ça devait être quelque chose d'extraordinaire à son époque ?» Et il a répondu que non, à son époque, il y avait des Guyanais à tous les postes, quoi. Et que c'est plutôt notre génération qui avons connu des changements différents, des gens venus d'Europe pour occuper les hauts postes, et que la Guyane de papy, c'est la Guyane où il y avait toutes les industries, il y avait vraiment un développement qui allait se lancer et qui a régressé au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on devienne la Guyane qu'on connaît d'aujourd'hui, quoi. Dans votre vie professionnelle, privée, la famille est omniprésente. Et justement, dans cette émission, il y a quelqu'un de votre famille, un proche, qui a souhaité vous dire quelques mots. On va l'écouter. Sur Cédric, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est quelqu'un de talentueux, c'est un véritable artiste, mais je pense que sa principale qualité, c'est que c'est quelqu'un d'exigeant, exigeant vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses proches et des gens qui l'entourent professionnellement. Mais je crois que c'est surtout un vrai caractère. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Et ça, c'est très rare chez les gens de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors, l'anecdote que j'ai sur Cédric, je me souviens quand il était jeune, il était passionné de basket. Sa chambre était tapissée de posters de joueurs de basket. Je crois même que sa mère avait surnommé sa chambre Basket Room. Et je me souviens, entre autres, avec ce sport, c'est qu'il avait tourné un petit clip chez lui, sur son terrain de basket, parce que son père aussi était passionné de basket,
avec ses amis d'enfance qui le reconnaîtra. Et je crois qu'à l'époque, ce petit film s'appelait Inspecteur Bouillonwara ou quelque chose dans ce style-là. Alors Cédric, ce que je voudrais te dire d'abord, c'est que je t'adore, je t'aime beaucoup. Tu sais que ta famille t'adore. Mais surtout, ce que je souhaiterais te dire, c'est que je sais que tu as beaucoup de rêves, c'est normal, tu es un artiste. Mais je te donne un conseil, va au bout de tes rêves, essaye de les réaliser et sois fier de toi. Nous, on est fiers de toi et je crois que tes parents sont aussi très fiers de toi. Chose peut-être que tu ne sais pas. Je suis au courant. Ah ouais, super. Ah, merci tonton. Ah ouais, c'est mon tonton Jean-Claude. Un exemple aussi pour moi, une grande source d'inspiration. C'est le frère de votre mère ou de votre père? Voilà, le frère de ma mère et tout. Tonton Jean-Claude, c'est un gars aussi qui a entrepris dans sa vie et tout. Et je crois que tout cet esprit-là, ça vient de là. Oui. Et on partage également le goût de la sape. Voilà, on aime bien s'habiller. Et là, justement, vous avez une veste signée Sergine Boutrin du musée du n'importe quoi avec des tas de pins dessus, des collages, etc. Voilà. On la recevra d'ailleurs dans l'émission si un jour elle nous laisse parler d'elle, parce qu'elle pas, n'aime pas beaucoup qu'on salue. parle d'elle. On la salue quand même. Et justement, on parle du frère de votre mère et c'est votre mère qui vous a offert votre première caméra. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ma mère qui m'a... C'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que moi, vers l'âge de 13 ans, ma mère avait une caméra qu'elle ne savait que faire et je l'ai utilisée pour essayer de faire des petits films. Et à l'époque, j'appelais mes amis de l'époque, Anthony Hiller, Christophe Parfait et tout. Ils venaient chez moi, on faisait des petits films et il a parlé justement, on avait fait Et vous trois, vous vous retrouvez à une première finalement? Ben ouais, c'est le destin, c'est un destin fabuleux, quoi, c'est génial. Et c'est vrai que, le basket, il a parlé de basket, c'est vrai que le basket, j'ai trouvé des valeurs dans le basket parce que, moi je jouais au basket dans la Magic Team, on avait notre entraîneur qui s'appelait Monsieur Rotin, et en grandissant, on a compris que finalement, Monsieur Rotin, il a pu compléter notre éducation, quoi, en fait, parce qu'il y avait vraiment des valeurs de partage, l'esprit d'équipe, savoir s'effacer pour l'équipe. Et souvent, dans mon travail, j'aime bien dire que nous sommes dans la NBA, quoi, à savoir que chaque personne est responsable du nombre de points qu'il va marquer, du nombre de rebonds qu'il doit prendre, et dans le but de pouvoir gagner la bague NBA, de gagner le titre, quoi. Et cet esprit d'équipe-là, je l'ai gardé, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux Ça marche aussi avec vos équipes de réalisation? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'essaie d'insuffler cet esprit d'équipe-là, cet esprit de compétitivité sportif, mais surtout d'entraide, quoi. Parce que c'est l'union qui fait la force, et c'est en équipe qu'on gagne, quoi. Même dans la musique, j'ai mon associé Lloyd Pierre, Mr. BHP, on a bien compris que c'était en équipe qu'on gagnait, et dans la musique, ça nous a permis énormément d'avancer, quoi, en fait. Et ça me revient, on a parlé vite fait de Sergine Boutrin, mais elle a joué un rôle important également dans votre vie, Sergine Boutrin. Ouais, Sergine Boutrin. Du musée de n'importe quoi. Alors elle aussi, déjà quand je la voyais, quand j'étais plus petit, je m'interrogeais sur Sergine Boutrin, sur le personnage qu'elle était en tant que styliste, en tant que personne qui essaye de faire avancer les mentalités, parce que je les voyais plus comme ça. Et ça a été facile de l'aborder parce que voilà, elle est toujours très ouverte, toujours prête à accueillir surtout les jeunes et tout. Et ça a été la première personne à me faire venir pour présenter mon court-métrage Mascarade. Et je la remercie pour ça. Et depuis, on ne s'est jamais quitté, on échange un maximum. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec Sergine, quoi. Très bien. On la salue au passage. On l'espère la voir bientôt sur notre plateau. Et puis, c'est le moment venu de parler de la musique. De la musique que vous avez choisi de partager avec nous. Un morceau de musique, ce serait lequel? Alors moi, j'ai choisi le morceau de Danny Play, Force de vivre. Et c'est pas mon époque. Mais par contre, quand j'ai toujours aimé la soul music, j'ai toujours essayé de chercher un petit peu qu'est-ce qui faisait la musique d'antan. Et la musique de mes parents également, la Perfecta, tout ça. Et Danny Play, c'est un de mes chanteurs préférés dans la culture musicale guyanaise. Et ce morceau-là, Force de vivre, c'est comme si c'est l'histoire de ma vie ou l'histoire de beaucoup de Guyanais, quoi. Savoir qu'on fait des choses et on se sent des fois incompris, quoi. Et des fois, on se dit mais pourquoi? Mais en fait, comme dit la mater, faut pas se soucier, quoi. Il faut travailler, il faut faire ce qu'on a à faire. Et malheureusement, c'est comme ça, mais c'est seulement à ta mort qu'on te dit qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, pourquoi c'était bien, mais j'ai compris ça après, quoi. Et... Cédric Simoneau, dans 30 ans, est-ce que ce sera comme Danny Play aujourd'hui? Ah, je sais pas, j'espère, dans quoi. 30, 40 ans, 50 ans?
Lanny Play, c'est pas n'importe qui, hein. Même au niveau des affaires, il a pas mal réussi. C'est l'homme qui a toujours ses lunettes de soleil. Mais non, mais voilà, c'est un morceau qui veut dire beaucoup de choses, qui représente la Guyane également. Et je suis foncièrement guyanais, quoi. Ce genre de morceau-là, ça me motive, quoi. J'écoute ça pour me lancer dans mes projets, quoi, en fait. Et ce serait le mot de la fin. Merci beaucoup Cédric Simoneau d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. On recevait ce soir Cédric Simoneau, réalisateur, qui nous a parlé de son esprit d'équipe, de son style également qu'on a vu sur le plateau, mais aussi de sa rigueur et de son travail, sa passion pour la réalisation de vidéos. Merci de vidéos, de clips et de courts-métrages. Ouais. Soyons respectueux. Bonne soirée. Gardez le sourire et restez accrochés sur Guyane la Première.